Salut, me voici de retour. Pour jouer un mauvais tour. Non, juste pour clore notre série consacrée à la liste 30 privilèges masculins. Dans cet épisode, on parlera principalement de relations sentimentales, de rencontres, hétérosexuelles bien évidemment. Voilà. Évidemment. C'est le thème de la fin de la liste et l'objectif, comme d'hab, c'est de montrer que c'est plus dur pour les hommes. Alors avant même d'attaquer, on va enfoncer une porte ouverte. Les relations sentimentales, les rencontres, la séduction, ça présente une forte asymétrie femme-homme. Tout le monde le voit, pas besoin de tergiverser. Pour des raisons qui tiennent principalement à la tradition et à l'éducation genrée, comme d'hab, ce sont les hommes qui font le premier pas, même si les choses évoluent un peu ces derniers temps. Ce simple fait a de nombreuses conséquences diverses sur tout ce qui entoure les rencontres hétéros. Malgré tout, et bien heureusement, ça a en réalité moins de conséquences que ne se plaisent à l'imaginer les fameuses incels, qui décident de mettre tous leurs malheurs et leurs échecs sentimentaux sur le dos d'une société qu'ils fantasment comme totalement dédiée aux femmes, contrôlée par elles, faite pour elles, qui fait d'elles de véritables déesses vivantes ayant tous les droits, tout pouvoir sur ces pauvres petites choses qui souhaitent juste fourrer leur bite quelque part. Et oui, désolé, mais cet épisode ne versera pas dans la poésie fleurie. On sait tous, du moins ceux qui sont honnêtes et lucides vis-à-vis de ces questions, que la frustration qui a vu naître ce mouvement incel n'est pas celle des grands romantiques qui se languissent de trouver l'âme sœur. La frustration dont il est question ici est sexuelle, et les éléments sélectionnés dans la liste permettent de s'en assurer. Donc non, en réalité, cette asymétrie que peu de gens nient, elle ne donne pas tous les avantages aux femmes. C'est l'égocentrisme de ces messieurs qui leur fait croire, rien d'autre. La vision selon laquelle les hommes font tous les efforts et les femmes n'ont qu'à choisir est simplement fausse. Et même si elle était vraie, choisir n'a rien de si facile, et au cours de cette vidéo, je développerai les raisons pour lesquelles ce choix laissé aux femmes relève plutôt du casse-tête que d'un pouvoir total sur la rencontre. Beaucoup de gars, armés d'une vision très primaire et simpliste de ce que ces poètes de pick-up prédateurs appellent le marché de la séduction, considèrent que les femmes ont tous les avantages simplement parce qu'elles pourraient coucher en claquant des doigts dès lors qu'elles le souhaitent. Je vous renvoie à l'une de mes vidéos qui abordait déjà ce sujet. Dire ça et le croire, c'est oublier beaucoup de choses. C'est oublier que déjà non, toutes les femmes n'ont pas à chaque instant 15 hommes qu'elles peuvent décider de prendre pour partenaires. C'est un mythe. C'est oublier que la règle tacite selon laquelle les hommes font le premier pas rend difficile pour une femme peu courtisée de trouver ne serait-ce qu'un partenaire. C'est oublier que même si 10 mecs lui tournent autour, la fille, la proie, bah oui, s'il tourne autour, n'est peut-être intéressée par aucun d'eux. C'est oublier qu'elle se doute peut-être que ses chers chasseurs en ont moins après son gros QI qu'après son petit cul. Et alors là, par pitié, épargnez-moi le sermon comme quoi je dépeindrai les hommes comme des bites sur pattes. Comme on va le voir, c'est clairement pas moi le premier à entretenir ce cliché. Et surtout, on peut pas d'un côté dire une femme n'a qu'à claquer des doigts pour baiser, et de l'autre, nous les hommes sont de gros romantiques qui ne laissons pas à quelques pulsions primaires guider nos comportements. C'est pas cohérent, d'accord ? Soit une femme sert comme elle veut, et donc on est des dalleux, soit on n'est pas si désespéré de mettre notre engin quelque part, et donc une femme ne trouve pas si facilement un partenaire. Après ce bref débroussaillage de quelques légendes urbaines bien ancrées, passons à ce qu'entraîne réellement cet impératif masculin de l'initiative dans les rencontres, dans le flirt. La première chose qu'on peut citer, c'est le devoir que semblent toujours avoir les hommes de payer l'addition au resto, ou plus généralement de financer le premier encas. Alors, vu que je l'ai déjà cité, faut pas oublier que l'autre gros motif de ça, c'est la tradition. Je rappelle qu'historiquement, madame n'a pas de compte en banque, et qu'est-ce qu'elle foutrait dessus de toute façon ? Elle n'a pas de rémunération pour son travail, la plupart du temps domestique ou lié au domestique. Quand t'as pas d'argent, tu ne paies pas. La logique. Voilà pourquoi on considère généralement qu'une femme, au cours d'une rencontre, n'est pas supposée payer. Encore aujourd'hui, même si les femmes ont maintenant le droit d'avoir des sous, de s'acheter des choses, on considère que l'homme fort prend la situation en main. Il mène la danse et donc il paie l'addition puisque c'est lui qui a invité. On est bien dans le prolongement de la logique selon laquelle il doit faire le premier pas. C'est donc sans surprise qu'on constate les chiffres du point numéro 26. 63,6% des dépenses moyennes et 76% des grosses dépenses, plus de 100 €, sont assurées par les hommes lors d'un premier rendez-vous amoureux. C'est logique. Quand il faut payer le resto ou une note un peu salée au bar lors d'un premier date, c'est lui qui s'en charge. Sauf que là, déjà, c'est en réalité pas ce que disent ces chiffres, et leur présentation est une fois de plus extrêmement trompeuse. Si vous aviez bien compris comme moi, vous allez être surpris. En réalité, l'enquête dont c'est tiré a demandé à des hommes et des femmes combien ils dépensent pour un premier rendez-vous, tout compris. C'est-à-dire pour s'habiller, pour se maquiller, se faire beau, se pouponner, et toutes les petites choses qu'on peut faire pour se préparer au rendez-vous. Donc en disant que les moyennes et grosses dépenses sont assurées par les hommes, ce point donne une vision totalement biaisée des choses. Il s'agit pas de cas où un homme paie un gros truc en totalité et donc son date ne paie rien, pas du tout. Il est juste question de combien dépensent l'un et l'autre, tant pour eux que pour les frais du rendez-vous ou d'éventuels cadeaux. Donc les femmes aussi assurent certaines dépenses. En moyenne et au global, elles dépensent moins, c'est tout ce que dit en réalité ce tableau. Et on comprend facilement pourquoi en fait. C'est pas seulement lié à tout ce que je disais avant. Les femmes
font en moyenne plus de premiers dates que les hommes. Une fois encore, ça veut pas dire qu'elles sont toutes courtisées par des tonnes de mecs. Ça veut souvent plutôt dire que quelques hommes enchaînent les rendez-vous avec beaucoup de femmes. Et donc il est logique que si elles sont amenées à avoir davantage de premiers dates, elles dépensent moins pour chaque date. Si la fille s'est offert une robe de soirée à 200 €, à l'occasion d'un tel rendez-vous, elle va peut-être pas en racheter une 2 semaines après ou un mois plus tard pour un autre date. Donc tout ça, ça fait baisser la moyenne de ses dépenses. À l'inverse, la moyenne des hommes, qui ont moins souvent de premiers rendez-vous, va plus facilement sortir le grand jeu, faire péter le champagne, puisque ça ne lui arrivera peut-être qu'une ou 2 fois dans l'année. Il est tout à fait possible, et probable en fait, que les femmes ne dépensent pas moins de façon générale pour ce type de rencontre, mais en ayant plus régulièrement, ça fait mécaniquement baisser la moyenne. Point suivant. Numéro 27, 85% des additions sont réglées par les hommes lors d'un premier rendez-vous amoureux. 14% sont partagés, 4% sont prises en charge par les femmes. Ah, alors là, on parle bien des choses que les hommes paient et donc que les femmes ne paient pas, contrairement au point précédent. Mais oh, tiens, que vois-je ? Que vois-je ? Que vois-je ? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je ? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je ? J'ai comme l'impression que nos amis Matsup Matspé ont refait des leurs. Voyons voir. On a donc dans cette étude 103% des additions qui sont payées. Donc il y a des gens qui payent des additions qu'ils ne doivent pas. Ils payent pour des inconnus. Ou peut-être qu'ils paient 2 fois. Lorsque madame sort sa carte, certains gars sont tellement orgueilleux qu'ils insistent pour payer le repas une 2e fois. Non, en fait comme d'hab, c'est le problème quand on est malhonnête et qu'on sait même pas cherry-pick correctement sans faire d'erreur. Regardez le tableau. Et ouais, vous ne rêvez pas. Les gars ont pris les chiffres déclarés par les hommes, pas les femmes. Parce que c'est connu, elles mentent toutes ces salopes! Sauf pour le 3e chiffre. Là, ils se sont dit, non, 1% c'est abusé quand même, les gens y croiront pas, donc pour cette partie-là, on va prendre le chiffre donné par les femmes. Et ils ont pas réalisé que du coup, ils dépassent les 100%. Ah mais ça y est! Je sais pourquoi ils ont fait ça. Nous avons mis en place, et vous connaissez la stratégie de Globe, ce qu'on appelle l'effet 110. 110%. Comment être à 110%? Je veux être à 110% quand je parle avec mes enfants. Je veux être à 110% avec mon épouse. Je veux être à 110% quand je fais du sport et ne pas penser à autre chose. Être à 110% quand je fais des listes misogynes sur jeuxvideo.com. J'en reviens toujours pas, n'empêche. Quand t'arrives à trahir à ce point ta misogynie crasse en une seule phrase, en une sélection de 3 chiffres dans un tableau, je crois qu'il y a rien à ajouter, ça se passe de tout commentaire. C'est aussi pour ça que je voulais me farcir cette maudite liste. Non seulement elle est très populaire chez les mascus, mais en plus, toutes les 3 lignes, on a un cas d'école de sexisme. Une preuve éclatante de la haine, du mépris inconscient qui anime ces gars. Après ça, on n'a plus besoin de se demander si on exagère, si on n'a pas tendance à voir le mal partout, à surestimer leurs biais, leurs stéréotypes. Il est clair que non. Ils se trahissent en permanence. Il suffit d'être attentif. Next. 67,3% des célibataires dépensant plus de 500 € dans la recherche d'un partenaire sont des hommes. Alors là au moins, la phrase est correcte, elle dit bien ce que montre le pourcentage. Et ce n'est en rien manipulé puisqu'on voit bien dans le tableau source que plus la somme augmente, plus la proportion d'hommes est forte. On voit aussi que la moyenne va dans le même sens, donc là rien à dire pour une fois, il semble bien que oui, sur l'année, les hommes dépensent davantage pour les rencontres. Qui l'eût cru ? Après, toujours pareil, la réserve, elle est dans ce qu'on inclut dans les 500 €. En réalité, je serais pas étonné que beaucoup de dépenses que font les femmes dans la recherche d'un partenaire ne soient pas inclus là-dedans. Le point suivant est dans la même veine. Numéro 29, 92,1% du chiffre d'affaires des sites de rencontres est généré par les hommes. Mais là, à nouveau, on a un gros souci, et on s'en rend compte très rapidement en voyant que la source est la même. Déjà, l'IFOP, c'est un institut de sondage. Ils enquêtent pas auprès des sites de rencontres pour savoir qui leur fait leurs chiffres. Et cette étude, elle porte sur des particuliers. Donc comment ils pourraient savoir en quelle proportion ils contribuent au chiffre d'affaires de ces boîtes ? Ça tient pas debout tout ça. Dans les sources, on a la page à laquelle ce chiffre a été trouvé, donc on va aller voir. Bon, premier problème, il suffit de lire service de rencontre, pas site de rencontre. Et au cas où c'était pas encore assez clair, il suffisait de lire en dessous. Second problème, les auteurs de l'enquête le rappellent eux-mêmes par souci déontologique, en raison de la faiblesse des effectifs. Normalement, ça doit juste mettre un gros stop, ça doit inciter à juste trouver un autre chiffre sur lequel se baser. C'est comme s'ils te disaient carrément « Bon, là c'est les déclarations de 50 personnes, donc fais gaffe. C'est mon taf et je te le dis, là c'est pas fiable. » Vous vous dites que j'exagère ? Que c'est quand même plus de 50 ? Eh ben regardez, je fais le calcul devant vous. Ah pardon, 51.
Voilà qui change tout. Les gens qui font ce genre d'enquête le savent. C'est fait par téléphone, donc c'est pas très difficile de mentir, et même si l'échantillon est représentatif, cette représentativité, elle devient très approximative sur 50 personnes. Il suffit que 30 d'entre elles viennent de zones urbaines, au lieu des 26-27 attendus, et ça fausse tout. Les comportements sont très différents entre les gens vivant en ville et à la campagne. Troisième souci, et c'est peut-être le plus gros, malgré que les précédents soient déjà de sacrés morceaux, le calcul qui a été fait. Donc les hommes, parmi ces 50 personnes, ont dépensé en moyenne ça. Et donc ça, c'est le chiffre d'affaires des sites de rencontres. Ce sont ces 35 €, enfin c'est 38. Donc voilà, on est maintenant sûr que les auteurs de cette liste étaient des cancres en maths, en français, mais aussi en éco du coup. Depuis quand le CA d'un site de rencontre est composé exclusivement de ce que les clients y dépensent? C'est d'une naïveté confondante cette vision des choses. On fait quoi des revenus publicitaires? Les sites de rencontres, ça génère un trafic assez énorme. La plupart le monnaient en vendant des espaces pubs. Et en plus, ça fait un bon argument pour vendre l'abonnement. Les pubs vous ennuient? Passez premium. C'est vieux comme le monde cette technique. Et vu qu'il y a 10 à 12 fois plus de non-premium, ça représente d'autant plus de revenus pour le site. De la même façon, une grande partie de ces sites vendent leur base de données utilisateurs, tout comme le font les réseaux sociaux. Et ces infos valent d'autant plus cher qu'elles donnent des infos très fiables souvent, et d'une grande valeur car portant sur des préférences en termes de loisirs, de centres d'intérêt, etc. Vous savez, tout ce que Tinder vous incite à écrire pour étoffer votre profil, en arguant que ça aide grandement à matcher. En réalité, ça les aide à étoffer leur fichier utilisateur, et donc leur portefeuille. Et pour ces financements-là, que ce point occulte totalement, les femmes et les hommes y participent tout autant, puisque ces sites s'arrangent pour avoir à peu près autant d'hommes que de femmes. Donc on peut estimer qu'ils génèrent en gros 50% de leurs revenus de pub et de revente d'infos sur les femmes. Finalement, ça permet de conclure que ce chiffre de 92% est très largement surestimé, car il passe à côté de toutes ces sources de revenus que génèrent autant des femmes. Et au cas où c'était pas encore assez ridicule, je rappelle que l'échantillon d'où viennent nos 50 personnes, il est représentatif de la France, pas du monde. Extrapoler à la terre entière une stat faite à partir de l'effectif d'un groupe de TD en fac de droit, d'un seul pays, je trouve ça léger. Donc au mieux, voilà comment il aurait fallu présenter ces chiffres. Et encore, on a vu que ce ratio est très certainement bien moins déséquilibré. Point numéro 30, 57,6% des recalés des sites de rencontres sont des hommes sur échantillon paritaire. Sur Tinder, un homme a 2,7 fois moins de chances de trouver un partenaire sexuel qu'une femme. Là, le problème que m'a posé le chiffre, c'est ce terme, recalé. Je comprenais pas bien ce qu'il fallait entendre par là. Au début, je pensais carrément à des gens bannis des sites de rencontres pour des comportements déplacés. Mais vu qu'il suffit de créer un compte de femme sur Tinder pour avoir, en 2 heures, une collection de dick pics qui dépasse l'effectif utilisé pour le point précédent, je me suis dit que ça devait être autre chose. Ils sont clairement pas au point concernant la modération des harceleurs et des agresseurs sexuels de tout poil. Oui, je considère les dick pics non désirés comme des agressions sexuelles, et tu vas rien faire à part chouiner au féminisme derrière ton écran. Donc en fait, pour mettre fin à ce suspense insoutenable, voilà ce qu'ils entendent par recaler. Quelqu'un qui s'est inscrit sur un site de rencontre et n'a eu aucun match. Encore une méthodologie digne des complotistes pro-Raoul à la sauce hold-up. Donc déjà, pour être honnête, on devrait plutôt parler d'échec. Personne nous a recalé du site. Mais il y a encore d'autres problèmes avec cette interprétation foireuse. Les mecs ont même pas songé au fait qu'il peut y avoir plusieurs autres raisons à cette absence de match. Exemple au hasard, je crée un profil sur un site et finalement j'ai plus envie de l'utiliser peu de temps après pour X raisons, donc je me désinscris sans avoir cherché à contacter personne. Ça me fera rentrer dans cette statistique. Je serai considéré comme recalé d'un site de rencontre par cette liste idiote, alors que rien du tout. J'avais juste mieux à faire, aller chercher mon chèque de Soros à la poste par exemple, ou lire le manuel Antifa des 20 techniques pour se faire passer pour un nazi dans le but de créer des échauffourées. Mais admettons. Disons que oui, cette stat montre bien que ce sont davantage les hommes qui subissent la dure loi du râteau sur les sites de rencontres. Et même en considérant que cette stat ne permet pas de le conclure, il n'empêche qu'IRL, dans la vraie vie, il semble assez évident que le recalage, le refus, le stop de cow-boy est très majoritairement masculin, vu que ce sont les hommes qui font le premier pas. C'est d'une logique implacable. Là-dessus, la nuance qu'on peut apporter est simple. Coller un râteau est pas forcément plus agréable que d'en recevoir un. Vraiment, les concernés sauront de quoi je parle. Évidemment, il y a des gens à qui ça ne fait rien, il y a des gens pour qui c'est tellement courant que ça ne les atteint plus. Pas plus qu'un contact involontaire dans les transports en commun. Et c'est à peine s'ils se fendent d'un désolé après le pas intéressé. Mais pour les gens normalement empathiques, c'est jamais agréable de faire aux espoirs d'un brave gars ce qu'il a fait l'effort de faire avec la glace, les briser. C'est pas un plaisir de recaler quelqu'un de gentil et courtois qui cherche simplement, parfois, à faire plus ample connaissance. Bien sûr, en espérant plus par la suite, mais bref.
En plus, on sait pas forcément à la seconde de l'abordage si on est intéressé ou pas. Et si on laisse la personne dérouler son playbook, sortir le grand jeu, c'est encore plus difficile ensuite d'avouer qu'on n'a pas été conquis et qu'on veut simplement que Don Juan nous lâche la grappe. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles ce point échoue lui aussi à nous faire plaindre les hommes. Déjà, il s'y prend mal, et même s'il s'y prenait bien, il y a franchement pas de quoi faire pleurer dans les chaumières. Le rejet est pas quelque chose qui serait réservé aux hommes, même le rejet sentimental, malgré qu'il soit peut-être un peu plus présent chez les hommes. Là encore, c'est un gros peut-être, car je sais pas si vous avez remarqué... Non, promis, je suis pas en train d'introduire une vanne, ne partez pas, s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez remarqué, mais désormais, les femmes aussi draguent. Certes, toujours moins que les hommes, mais elles ne sont plus à l'abri de se prendre elles aussi des râteaux. Ah, et pour finir sur cette première phrase, j'ai bien ri en lisant ce qui est écrit entre parenthèses. Bah oui, encore heureux que l'échantillon soit paritaire. Imaginez ce que ça donnerait si les statisticiens avaient le même sérieux et la même déontologie que les auteurs de cette liste, et concluaient à partir d'un échantillon composé de 13 femmes et de 572 hommes. Ou l'inverse, peu importe. Ça fausserait complètement les résultats. Ce serait aussi malin que de faire des pourcentages de pourcentages, ou des erreurs de calcul indignes d'un élève de 4ème. Donc bien évidemment que l'échantillon est paritaire, comme ceux de toutes les stats précédentes en fait. Heureusement. C'est une preuve de plus que les types comprennent rien à ce qu'ils font. Ils ont ajouté cette info parce qu'elle figurait en gros, dans ce cas précis, sans réaliser qu'en faisant ça, ils démontrent leur grande ignorance d'une base élémentaire de toute statistique. Parce que, pour faire des comparaisons genrées, il faut bien évidemment que l'échantillon soit toujours paritaire. On attaque maintenant les deux chiffres que j'ai choisi de traiter en dernier parce qu'ils me semblent plutôt importants. Point numéro 9, 80,3% des alcooliques sont des hommes. Alors admettons, ça semble pas si bizarre que davantage d'hommes soient alcooliques, mais 80%? Là encore, ça m'a paru vraiment gros. Autant dans des époques reculées, dans l'ancien temps comme on dit, en fait il y a quelques décennies, les femmes sortaient moins, c'était mal vu pour elles de consommer beaucoup d'alcool. C'est toujours plutôt le cas d'ailleurs. Et c'est également mal vu de faire tout un tas d'autres choses quand t'es une femme, encore en 2020. Je vous affiche une petite liste, tiens. Non exhaustive bien sûr. Donc il y a 40 ans, il y avait peut-être réellement très peu d'alcoolisme chez les femmes, mais aujourd'hui, en plus je me demandais s'il y a vraiment des chiffres là-dessus. C'est si facile de tracer la frontière entre qui est alcoolique et qui ne l'est pas. Ils sont vraiment correctement recensés ces pauvres gens. Donc j'ai fait un petit tour par les sources et devinez quoi? Non. C'est pas possible. Et si, ils ont encore picolé les mecs. C'est douteux ça? Ouais hein. Bon, tant pis, on garde. Donc déjà, la source, c'est pas des données sanitaires, des stats collectées auprès des hôpitaux ou des centres de désintox. Non, c'est encore une fois une enquête d'opinion par téléphone. Alors, ils ont quand même pas demandé aux gens de s'auto-diagnostiquer alcooliques ou non, hein. Mais en fait, c'est nos amis auteurs de cette liste qui ont eux-mêmes décrété lesquels des sondés étaient alcooliques. Et donc, vu qu'encore une fois, seule la page est donnée, j'ai fouillé dans le tableau pour retrouver leurs calculs. Voilà, d'après eux, si tu consommes de l'alcool de façon importante au moins une fois par semaine, t'es alcoolique. Et dans tous les autres cas, tu ne l'es pas. Donc rassurez-vous, ceux qui picolent un peu tous les jours ou qui sont régulièrement ivres, tout va bien. Vous n'avez aucun problème d'alcool. Encore une sélection totalement arbitraire, donc basée certainement sur la méthode désormais consacrée de la cueillette des plus belles cerises. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on prend des chiffres plus actuels et un peu plus sérieux, on tombe finalement pas si loin du chiffre soigneusement sélectionné, comme un vigneron sélectionne les meilleures grappes pour un millésime d'exception. On a obtenu des maturités magnifiques, records à l'époque. Ça a permis de faire un millésime extrêmement mûr. Donc on a effectivement à peu près 3/4 des alcooliques qui sont des hommes. Continuons et on reviendra sur ce chiffre un peu plus tard. 66,1% des morts prématurées concernent les hommes. Alors si on devait chercher une explication à cette espérance de vie moindre, bah on a déjà celle-ci, l'alcool ça tue. Il y a des études assez solides là-dessus, c'est quand même un cancérogène avéré. On a aussi d'autres stats de la liste, comme la mortalité des hommes sur le travail, même si là encore, c'est qu'une toute petite partie des décès prématurés. Donc les homicides, j'en parle même pas, statistiquement c'est un grain de sable. Surtout à côté de ce qu'on va citer ensuite. Si on prend les causes de mort prématurées les plus courantes, en France, on peut échafauder une théorie. Je la sors pas de nulle part, hein, c'est bien étudié. Comme on le constate avec ce tableau, chez les hommes, les 3 plus grosses causes de décès, ce sont des maladies, sans surprise. On a en 4ème les morts violentes, avec quand même 13 317 décès d'accidents mortels, un peu plus que chez les femmes donc. Mais ça reste peu sur l'ensemble qui est de 285 000. C'est en gros 5%. Donc la plus grande partie, c'est des maladies.
Alors pourquoi les hommes ont plus de tumeurs et meurent plus de cancers que les femmes? La différence est vraiment pas négligeable. Bah c'est étudié et en gros, on a par exemple l'explication par l'hygiène de vie moindre, une plus forte conso et une exposition à tous les facteurs de risque des cancers comme l'alcool et le tabac. Et aussi une tendance à moins se soigner, moins se faire dépister. Donc les gars, si vous voulez vivre autant que les femmes, bah arrêtez de boire, de fumer, faites du sport, mangez mieux, bref, arrêtez de faire de vos corps des décharges et des incubateurs à dégénérescence cellulaire. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de faf. En réalité, la socio et l'histoire nous apprennent que c'est pas un hasard si on a ces comportements à risque. On est conditionné à ça. Donc en fait, rendre les hommes responsables de leur espérance de vie moindre, c'est aussi stupide que de rendre les femmes responsables de leur tendance à moins demander des augmentations, à plus se sacrifier pour les autres, et donc à toucher moins d'argent. C'est pas pour l'amour du risque que les hommes exercent des métiers plus dangereux, comme ce n'est pas par amour du bénévolat que les femmes exercent des métiers en moyenne toujours moins payés. C'est tout aussi stupide que de prétendre que les femmes s'investissent moins dans le travail, et de faire du wage gap un problème de comportement individuel, là où il s'agit évidemment de comportements socialement déterminés, puisqu'on les retrouve chez la plupart des femmes. C'est également aussi absurde de prétendre que c'est simplement par choix individuel que les femmes ne s'engagent que très peu dans des carrières scientifiques. Des choix personnels ne peuvent pas donner des tendances aussi fortes et aussi marquées. Alors, à moins d'invoquer une nature féminine à grand renfort d'études de biologie très mal lues ou détournées de façon très malhonnête, il faut bien se rendre à l'évidence que tout cela est social, tant pour ce que j'ai cité là que pour les comportements à risque des hommes et cette inégalité face à la mort. Oui, j'ai bien dit inégalité face à la mort, c'est bien ce dont il s'agit. Pour le coup, on peut bien parler d'inégalité, puisqu'un homme, à 35 ans, aura en moyenne devant lui 6 années de vie en moins par rapport à une femme, juste parce qu'il est un homme. C'est dommage du coup, d'avoir consacré seulement 3 points perdus au milieu d'un tas de conneries et de stats mensongères à ce problème bien réel que rencontrent les hommes, à ce désavantage incontestable dont ils pâtissent. Le seul vrai moyen de pallier cela, comme l'explique très bien Denis Colombi, c'est pas de dire aux hommes d'arrêter de se détruire la santé et de braver la mort, c'est de modifier en profondeur les incentives sociaux qui mènent à cela. Tout ce qui, dans nos sociétés, amène les hommes à ces comportements. Et pour ça, vous l'aurez peut-être déjà compris, on a besoin du seul mouvement politique, de la seule idéologie qui combat frontalement le virilisme et les stéréotypes genrés. On a besoin des seules militantes qui disent depuis le début qu'il faut enfin commencer à éduquer tous les enfants de la même manière et cesser de leur imposer, tout au long de leur développement et jusqu'à l'âge adulte, des conceptions binaires, de les enfermer dans des définitions étriquées de ce qu'ils sont, en raison de quelque chose d'aussi arbitraire que 2 genres et pas un de plus, dans lesquels il faudrait absolument les ranger. En gros, et ça peut sembler con dit comme ça, mais tant qu'il y aura des hommes et des femmes, cette inégalité face à la mort persistera. Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure. Les hommes sont leurs petits jets horizontal, leurs petits siphons, leurs 2 babales, peuvent jouer à la bataille navale. Les hommes sont leurs petits sceptres dans leurs culottes, leurs petits périscopes sous la flotte, sont le bâton et la carotte. Les hommes, et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches. Les hommes, ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braguettes, dans des gros rires à la buvette. Les hommes, ils se racontent leur guéguerre, leur nostalgie de militaire.